Je suis Hervé Groléas. J'ai en charge une direction qui s'appelle Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information. Il y a eu un parti pris très important début 2015 à la création de la métropole, de mettre dans une même entité l'ensemble de cycle de vie du numérique, c'est-à-dire à la fois les fonctions historiques d'une DSI, la création des services pour l'ensemble de l'administration, mais aussi des services pour la population, pour les usagers, la gestion des infrastructures sur le territoire, la gouvernance de la donnée sur l'ensemble du territoire et l'innovation, c'est-à-dire en quoi le numérique peut transformer l'action publique. Alors effectivement, je suis pas chercheur. J'ai fait une partie de ma carrière dans le privé, notamment dans l'industriel, et le parallèle est assez intéressant puisque ce qu'on cherche à faire aujourd'hui dans la ville, c'est ce qu'on fait dans l'industrie depuis une vingtaine d'années. Donc le parallèle, il est assez saisissant. Là, je vais intervenir parce qu'elle n'a pas lancé le... C'est très joli les fonds d'écran, mais... Parfait. Donc j'ai évoqué la question de la donnée dans une collectivité territoriale comme la métropole. Quelles problématiques ça peut soulever, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là et quelles sont nos grandes orientations stratégiques. Alors je m'excuse pour la présentation qui est en anglais parce que je suis parti d'une présentation que j'ai faite dans le cadre d'Eurocities assez récemment. Donc pourquoi la donnée? Pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ce sujet-là? Pour quelle finalité? Quel type de données? Sur quoi on va travailler en termes de sources informationnelles? Comment on s'y prend? Et puis l'illustrer avec des exemples. Deux éléments de contexte qui soulignent l'importance de travailler sur la donnée. Le premier point, c'est qu'on sait que la donnée, elle est partout, elle explose. On a l'habitude de répéter qu'il y a 80-90% de la donnée qui a été créée dans les 2 dernières années, ce qui montre vraiment une explosion de la donnée. Pour autant, la vision qu'on a, c'est qu'on est au tout début de l'histoire, notamment avec l'explosion à venir des objets connectés, puis de l'intelligence artificielle. Donc on sait qu'on va avoir une profusion d'informations de plus en plus importante. Donc on est au tout début de cette histoire-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment qu'on se préoccupe assez rapidement de cette question-là. Deuxième élément qui est basé sur une analyse du Gartner qui dit que dans la création de valeur, initialement, on avait des modèles qui étaient B2B, B2C, business vers entreprise, vers clients finaux. Et ça, c'est en train de se transformer considérablement avec l'émergence des objets connectés et de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, les objets connectés ont une intelligence propre et peuvent communiquer avec d'autres objets connectés, directement avec des usagers. Donc ça multiplie de manière vraiment très importante les relations. Donc ça induit une approche différente de la notion de service, et puis ça induit aussi une problématique assez lourde en termes de management de l'information sur le territoire. Donc là, c'était juste un quadrillage pour montrer un peu l'ensemble des relations qu'on peut avoir entre ces quatre entités. Pour quelles raisons on travaille sur la donnée? Le premier objectif, c'est la connaissance du territoire. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on faisait, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est les enquêtes ménages, c'est-à-dire qu'on va dans la rue, on va chez les gens et on leur demande ce qu'ils font, où ils habitent, où ils travaillent, etc. Le problème de ça, c'est que ça donne des informations qui sont très parcellaires. Ça coûte très cher, puisque c'est à peu près, pour un territoire d'1 million de personnes, c'est à peu près 1 million d'euros. Et avec 1 million d'euros, on adresse péniblement 1% de la population. Donc c'est quelque chose qui coûte cher, qui est lourd à mettre en œuvre, alors que de par l'ensemble de l'exercice de nos politiques publiques, on a de plus en plus ces informations. Donc aujourd'hui, on a des informations sur la mobilité des personnes. C'est plus vraiment la peine d'arrêter les gens dans la rue pour leur demander où ils vont. Donc il y a vraiment un élément important sur la connaissance du territoire, savoir comment le territoire est pratiqué. Alors je fais souvent le parallèle avec un supermarché. Vous savez tous que dans un supermarché, quand on rentre, on est suivi. Très précisément, on regarde ce qu'on achète, ce qu'on repose, où on va pas, etc. Donc il y a une connaissance très fine du parcours, de l'usage qui est fait du supermarché, qui permet d'optimiser l'acte d'achat. On est dans une démarche qui est similaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser l'acte de vivre la ville, à la fois pour rendre la ville la plus facile possible pour les usagers, et puis aussi optimiser l'usage des équipements culturels, transport, etc. Deuxième point, sur l'efficience de l'action publique. Donc là, clairement, il y a une question, il y a un sujet d'optimisation de la ville, une question aussi
de marketing, comment est-ce qu'on peut arriver à mieux cibler les bénéficiaires des services. Et puis se pose aussi la question d'évaluation des politiques publiques. Et là aussi, l'importance des données peut apporter des éléments par rapport à ça. Troisième élément qui est la question de la transversalité. Les politiques publiques se sont construites très verticalement pour une raison qui est simple, c'est que c'est beaucoup plus facile pour l'administration. Donc il y a une équipe qui est en charge de l'insertion, il y a une équipe qui est en charge de la mobilité, une équipe qui est en charge de le développement durable, etc., etc. Et tous ces gens sont très très forts dans leur métier, mais ne travaillent pas beaucoup ensemble. Et chacun délivre un bout d'une politique publique. Par contre, quand on est à la place de l'usager, lui, il n'a pas cette segmentation-là. Et il y a une vraie prise de conscience que la valeur qu'on peut apporter à l'usager, elle est aussi dans la compréhension de cette transversalité-là. Alors c'est un élément qui est très fort dans la stratégie de la métropole de Lyon, puisque à la création de la métropole, on a fusionné les compétences d'une communauté urbaine bâtisseuse de la ville et d'un département qui, lui, est beaucoup plus dans une approche sociale, pour arriver justement à mixer ces politiques publiques. Et comment est-ce qu'on arrive à faire un lien entre le développement économique et l'insertion, entre la création de logements et l'attribution de logements sociaux, etc., etc. Donc on sait que la valeur, elle est vraiment à créer dans l'hybridation des politiques publiques, et la gestion, une bonne gouvernance de la donnée permet d'avoir cette vue transverse. Quatrième point, qui est le fait d'aller progressivement vers une action publique qui soit davantage ciblée. Là, on est sur le marketing public, et ça aussi, c'est un élément qui est important. La transparence de l'action publique. La question du monitoring urbain, sur lequel je ferai un focus particulier, donc c'est la ville comme, on va dire, une entité industrielle. Comment est-ce qu'on arrive à l'opérer au quotidien, comme on pourrait opérer une usine, et comment est-ce qu'on arrive aussi à avoir une vision de la transformation qu'il faut conduire, et dans quel sens il faut faire évoluer la ville. Bien entendu, derrière ça se pose aussi la question du développement économique. Cette richesse informationnelle, c'est aussi une opportunité pour faire créer des services par des tiers. On le voit bien dans le domaine de la mobilité. Donc au-delà du fait d'être sur une cassette d'une fortune informationnelle, l'objectif, il est aussi de pouvoir faire bénéficier ces informations à des tiers, de manière à ce que des entreprises privées puissent créer des services sur lesquels potentiellement il y a des modèles économiques, et donc que la donnée soit aussi vecteur de développement économique. Et puis un point qui est important, c'est le tout dans le respect des données personnelles, ce qui est un sujet qui est particulièrement important pour nous. On dit souvent que la donnée, c'est le pétrole de la ville intelligente. J'étais dans une conférence il n'y a pas très très longtemps, et il y avait une vision un peu différente de dire non, c'est pas le pétrole, c'est l'électricité. Et il faut qu'on ait la même vision vis-à-vis de la donnée qu'on peut l'avoir vis-à-vis des smart grids, comme étant quelque chose qui est collaboratif, multi-acteurs, et qui n'est pas quelque chose qui est uniquement centralisé. Les sources de la donnée. Alors quand on parle de données, alors vous qui êtes chercheur, vous allez peut-être m'éclairer là-dessus, parce que moi en fait la donnée, je ne sais pas ce que c'est. Alors on parle big data, on parle de données personnelles, de données privées, de données publiques, de données anonymisées. Il y a des données des personnes qui me ressemblent. Il y a tout un tas de notions sémantiques autour de la donnée. Mais quand on commence à avoir des débats et qu'on creuse un peu ces sujets-là, on se rend compte que les sémantiques sont particulièrement pauvres, et qu'on a de la peine à caractériser la donnée. Et pour autant, c'est important, parce que quand on travaille sur ce sujet-là, il faut vraiment savoir de quoi on parle en particulier. Puis après, on va aller vers les algorithmes. On va considérer que les algorithmes, c'est aussi de la donnée. Donc le champ, il est très vaste. Et on ressent en tout cas un vrai besoin d'une taxonomie de la donnée, que je n'ai pas encore trouvé, mais si vous avez des pistes, je suis preneur, de manière à ce qu'on ait une stratégie qui soit un peu plus aiguisée sur ces questions-là. Les données personnelles, j'en ai parlé. Il y a les données qu'on va produire en tant que collectivité dans le cadre de nos missions de service public. On va s'occuper des arbres, donc on va avoir sur les 100 000 arbres de l'agglomération, sur chaque arbre, on aura tout un tas d'informations. Quel arbre, quand est-ce qu'on l'a planté, quand est-ce qu'on l'a soigné, qu'on l'a taillé, etc. Donc du coup, après, on peut créer des services pour voir quelles zones dans la ville peuvent créer des problèmes d'allergie, etc., etc. Donc on a un volume d'informations créé par les services publics qui est extrêmement important, mais les données peuvent être aussi apportées par des acteurs privés qui sont sur le territoire. Les opérateurs de téléphonie, c'est un bon exemple. Ils ont une connaissance de la mobilité qui est beaucoup plus fine qu'un acteur public ne peut l'avoir. Donc comment est-ce qu'on travaille ensemble pour avoir ces informations-là? Et puis de la même manière, le citoyen lui-même peut être aussi un capteur de la ville et remonter des informations.
La question du temps réel et des séries temporelles. Donc là, on va vers le big data avec des volumes de données qui sont de plus en plus importants dans du suivi, on va dire, temps réel de la ville. La question de la géolocalisation et de la 3D. Et puis la question, mais je reviendrai dessus derrière, de tout ce qui est tendance et prévision. C'est-à-dire quand on travaille sur la donnée, on a la donnée du passé avec des observatoires, tout un tas de choses de ce style-là, la donnée du présent, mais on se questionne aussi sur quelles projections on peut avoir. Est-ce qu'on a besoin, on est en train d'urbaniser un quartier, est-ce qu'on a besoin de créer une école? Est-ce qu'il faut faire venir des médecins ou pas? Est-ce qu'il faut développer les transports en commun? Et c'est souvent des choses qui sont extrêmement complexes à prévoir. Alors, comment on s'y prend? Alors, j'ai quelques images. La première, c'est qu'on a une image qu'on aime bien à la métropole de Lyon. On dit qu'il faut retourner à la chaussette. Retourner à la chaussette parce que le système d'information et la création de la donnée, elle a été faite historiquement au sein de la collectivité. Donc la donnée, on l'a créée entre nous, pour nous, et c'est plus du tout le schéma sur lequel il faut qu'on soit. Il faut qu'on soit davantage sur un partage de données, un partage de richesses avec des acteurs tiers, des usagers, des entreprises, des associations, et qu'on puisse collectivement créer des services et apporter de la valeur ajoutée sur ces données-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de retournement de la chaussette. Il faut qu'on voit les choses à l'envers. Il faut qu'on se voit non plus comme le centre du monde, mais comme un acteur du territoire à part entière, devant travailler avec d'autres acteurs sur la création de la valeur. Et devoir donc de créer une sorte de place de marché au niveau du territoire, au niveau de la donnée. Il y a des réflexions qu'on commence à aborder sur l'infonomie, sur comment est-ce qu'on peut arriver à concevoir la donnée sur un vrai asset, une vraie richesse de la collectivité. Il y a des réflexions, même pour les entreprises privées, d'identifier dans leur bilan comptable une valorisation du patrimoine informationnel. La notion de détachement de la donnée, ça c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé avec Antoine Courmont. Un élément qui est important à comprendre, qu'un agent public, quand il crée de la donnée, il crée de la donnée par rapport à l'usage qu'il en a. Je reprends l'exemple de l'arbre. L'agent public qui a de la donnée par rapport aux arbres, lui, il l'a créé par rapport aux besoins qu'il en a de planter, de tailler, etc. Donc c'est vraiment son contexte d'usage. Pour pouvoir valoriser la donnée et envisager de créer des services sur ces données-là, il va falloir détacher la donnée de la logique dans laquelle la donnée a été créée. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, c'est pour ça que j'ai mis des petites menottes. C'est quelque chose qui est difficile et c'est quelque chose qui est douloureux pour celui qui a créé la donnée. Parce que la donnée, c'est une sorte de pouvoir, c'est le pouvoir de l'information. Et donc, arriver à convaincre celui qui a créé la donnée que cette donnée-là, elle a de la valeur, elle peut être réutilisée par des tiers, c'est quelque chose qui est difficile. Et dans la mise en place d'une stratégie de données dans un territoire, la première marche à monter, c'est arriver à convaincre les possesseurs de données qu'ils peuvent se détacher de leurs données et les partager. J'ai une anecdote assez amusante sur ce sujet-là. On voulait ouvrir la position des silos à verre dans la ville. Pas une donnée super stratégique, mais malgré tout qui peut être utile pour les usagers. Et les équipes qui avaient en charge de cette donnée-là ne voulaient pas l'ouvrir pour une raison qui est simple. Ils nous disaient, ah oui, mais si on l'ouvre et si le silo à verre n'est pas exactement à l'endroit où on l'a dit, ou si le jour où l'usager en a besoin, le silo a été enlevé, est-ce qu'il peut porter une plainte? Ça pourrait mal se passer pour nous. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir vraiment des crispations parfois qui sont vraiment étonnantes sur ces questions-là. Et donc, il y a un travail d'accompagnement, de démystification de cette question de la donnée. Et donc, d'arriver à créer un environnement qui est vraiment un environnement de confiance dans lequel l'ensemble des acteurs du territoire qui peuvent produire de la donnée d'intérêt général, ça c'est un concept qui a été apporté dans le cadre du rapport Jutan sur les données de transport, c'est-à-dire c'est des données, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui peuvent être utilisées pour créer des services d'intérêt général. Et donc, ces informations-là, il faut qu'on crée un espace de confiance pour que tous ceux qui produisent de la donnée soient en confiance pour les produire. Et un acteur privé, de la même manière qu'un agent public, là aussi, a priori, il n'a pas confiance pour partager ces données. Je peux prendre un exemple simple sur des données de parking, par exemple. Un opérateur de parking, il a des données, il ne va pas vouloir les ouvrir parce qu'il se dit, oui, mais si je les ouvre, que quelqu'un crée un service dessus, peut-être qu'il va faire une distorsion de concurrence, qu'il va dire que mon parking est plein alors qu'il n'est pas plein. Et donc, il se dit, voilà, peut-être qu'on va pouvoir utiliser les données contre moi. Donc, une vraie question sur comment est-ce qu'on arrive à garantir le respect de l'intérêt général.
j'évoquais le retournement de la chaussette, ça veut dire qu'on a vraiment une approche et une posture qui est différente d'être autorité organisatrice du numérique sur le territoire et donc d'être dans une démarche d'animation de l'écosystème sur le territoire, base sur laquelle on peut arriver à créer une gouvernance de données. Et puis après, progressivement, on accumule de plus en plus de données, se pose la question des questions technologiques par rapport au big data, comment est-ce qu'on fait face à des flots de plus en plus importants, notamment des flots temps réel, et puis la data science, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire parler la donnée, et comment est-ce qu'on arrive par rapport à tout ce patrimoine informationnel à répondre à des problématiques qui se posent pour le territoire et auxquelles jusqu'à présent on n'avait pas de réponse. J'évoquais le fait d'arriver à savoir s'il faut créer une école ou pas. Là, on a peut-être des choses, on peut voir si c'est opportun ou si c'est pas opportun. Dans cette démarche-là et dans la transformation qu'on a occasionnée depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on est allé même plus loin que ça, puisqu'on considère le numérique comme étant une politique publique à part entière. C'est-à-dire que le numérique, on va dire anciennement l'informatique, était considéré comme une fonction ressource. On considère aujourd'hui que c'est un levier de développement du territoire majeur, et qu'à ce titre-là, il faut le considérer comme un service public, et donc d'avoir un service public territorial de la donnée. La question de la sémantique et de la normalisation, qui est un enjeu partiellement local, mais qui est surtout un enjeu au niveau national, au niveau européen, dès lors qu'on veut faire du développement économique. Toutes les startups aujourd'hui qui veulent créer des services sur la base de données urbaines, elles sont confrontées à un problème assez simple, c'est que la définition de la donnée et le modèle de données qu'elles vont trouver à Lyon, à Bordeaux il est différent, à Nantes c'est encore autre chose, et puis à Strasbourg c'est encore quelque chose de différent. Et la startup va consommer à peu près 50% de ses fonds d'investissement juste pour aligner les données. Donc il y a un vrai sujet, si on veut que la donnée soit un levier de développement économique, il y a un vrai sujet à arriver à avoir des normalisations, ou à défaut, au moins une standardisation. Au-delà de ça, il y a la question de la médiation qui se pose. Donc, comment est-ce qu'on arrive à accompagner l'ensemble de la population sur ces questions de la donnée? Il y a aussi les données personnelles, et puis, donc, des événements à créer. Voilà. Donc, arriver à sensibiliser l'administration, les élus, la population, les acteurs privés à ce nouveau paradigme, et puis bien entendu adapter l'organisation. Quelques éléments par rapport à ça. On était la première collectivité à créer un poste de Chief Data Officer, donc un administrateur général des données, qui a justement pour rôle d'animer cette problématique de gouvernance de la donnée. Et puis plus récemment, un data scientist, où là aussi on se rend compte qu'il y a vraiment besoin de compétences qui sont très très pointues pour arriver à faire parler ces données. Alors, à la métropole de Lyon, souvent quand on parle de données, on me dit « Ah, il y a un nouveau sujet qui est vraiment important, il faut s'en occuper, ça s'appelle la donnée ». Et je réponds en général que la donnée, à la métropole de Lyon, ça fait 35 ans qu'on travaille dessus, ça fait 35 ans qu'il y a un élu qui a poussé l'idée de la création de ce qui s'appelait le CDU à l'époque, le Centre de données urbaines, de dire toutes les politiques publiques partagent un grand nombre de données. Dans l'organisation, il faut structurer l'organisation pour répondre à cet enjeu-là, créer une cellule qui a en charge le cycle de vie de la donnée et dans tous les métiers, des correspondants avec lesquels on puisse travailler de manière à gouverner la donnée au niveau du territoire. Et donc, ça fait 35 ans qu'on le fait. Alors, pas de manière aussi poussée qu'on peut le faire aujourd'hui, mais ce schéma-là, il est ancré de manière très très forte dans la culture et on trouve dans tous les métiers des géomaticiens, des correspondants données qui sont des relais vis-à-vis des données métiers. Et dans mon équipe, j'ai une équipe qui a en charge le cycle de vie de la donnée, qui va faire de l'acquisition de la donnée, éventuellement des relevés topo sur site, avant travaux, après travaux, qui va gérer la donnée en référentiel, qui va gérer des partenariats de données. Comment est-ce qu'on peut arriver à récupérer de la donnée des voisins, des acteurs qui sont là? Alors, on va dire, je donne de la donnée, puis en échange, vous me donnez vos données. Donc on a des échanges de bons procédés de données qui sont en place depuis plus de 30 ans aujourd'hui et qui ont permis progressivement d'agrandir le patrimoine informationnel. L'open data, alors on parle peu d'open data, puisque l'open data, c'est pas vraiment un sujet en fait, puisque c'est pas en ouvrant la donnée que miraculeusement la valeur se crée. Le vrai enjeu, il est sur la libre circulation de la donnée sur le territoire, qu'elle soit créée par une entité publique ou non. Et donc ce qu'on gouverne bien, c'est bien l'ensemble de ces données, et c'est pas uniquement l'ouverture des données publiques, même si bien entendu la réglementation qui pousse à l'open data est un levier important. Sur l'écosystème, on est passé d'un modèle descendant à un modèle ascendant, puisque
historiquement, ce qu'on faisait, on ouvrait les données des personnes qui voulaient bien les ouvrir. Donc, on allait frapper à toutes les portes. Et dans la démarche d'accompagnement de l'administration, on arrivait à récupérer un jeu de données. J'évoquais les silos tout à l'heure, les arbres, et puis progressivement de plus en plus d'informations. Ce qui fait qu'après, on a un volume d'informations qui est intéressant, mais des choses pas forcément ultra cohérentes. Donc, ce qui veut dire qu'après, il faut complètement changer la démarche et partir dans l'autre sens, et partir des besoins du territoire. Et de dire, voilà, on a un besoin, il y a un sujet sur l'énergie, il y a un sujet sur la qualité de l'air. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser l'écosystème et comment est-ce qu'on fait pour produire, regrouper, formaliser, normaliser l'ensemble de la donnée sur cette thématique-là, de manière à ce qu'on puisse créer de la valeur ajoutée sur ces thématiques-là. Parce que si on a un petit bout de mobilité, un petit bout d'énergie, un petit bout de construction, etc., on a de la peine à aller très très loin. Donc un objectif d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire même si on continue l'accompagnement et la production de données, on est aussi dans la détermination d'axes stratégiques qui sont autour de l'énergie, la mobilité, la qualité de l'air, la santé, en tout cas sur la métropole de Lyon, qui sont vraiment les axes forts et sur lesquels on va, c'est ce qu'on fait sur la qualité de l'air notamment, créer des événements pour mettre tous les acteurs qui sont soit susceptibles de produire de la donnée, soit susceptibles d'en consommer, autour de la table pour voir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on partage ça, comment est-ce qu'on arrive à créer un espace de production, de valorisation de la donnée. On le fait dans le domaine de l'énergie aussi, par exemple. Sur les objets connectés, mais j'ai un slide un petit peu plus tard. Et puis, peut-être pas trop le temps de rentrer sur la question de la stratégie plateforme, mais un élément qui est important en tout cas, on a pris le parti à la métropole de Lyon d'avoir une plateforme de données, que cette plateforme de données soit en logiciel libre, qu'on soit complètement maître de cette plateforme-là, et qu'on puisse l'ouvrir à l'ensemble des acteurs du territoire. Et notamment, on l'ouvre à un laboratoire qu'on a créé il y a à peu près 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans, qui s'appelle le TUBA. Et ce laboratoire a pour vocation de transformer la donnée urbaine en service. Et donc c'est une association donc, qui fait travailler des startups, des grands groupes industriels. On va retrouver du Veolia, du Sopra, du Enedis, et puis des chercheurs, des usagers, pour arriver à concevoir ensemble des services de la ville de demain en s'appuyant sur la donnée dont on peut bénéficier et auquel chaque acteur privé peut apporter son lot de données, entre guillemets, privatif, s'il ne veut pas ouvrir ces données. Donc on est vraiment jusqu'à la valorisation économique de la donnée. J'évoquais tout à l'heure un cadre de confiance. Dans cette démarche-là, on a une démarche de création de licences, c'est-à-dire sous quelles conditions on peut ouvrir les données et partager les données sur le territoire, et notamment les données qui sont des données privées. Certains acteurs privés sont prêts à ouvrir leurs données, mais sous certaines conditions. Et donc on est allé rencontrer ces acteurs du territoire pour voir quels étaient les points de blocage et sous quelles conditions ils étaient prêts à ouvrir leurs données. Et on a retenu en fait deux points de blocage principaux. Le premier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait de dire voilà, il faut qu'on puisse vérifier le bon usage de la donnée et donc le respect de l'intérêt général dans l'usage de la donnée. Et donc on a créé une licence qui fait que sur certaines données, on se réserve le droit de vérifier ce qui est fait de la donnée. On demande l'ouverture de la donnée est soumise à la signature d'une licence dans laquelle le réutilisateur de la donnée déclare l'usage qu'il va faire de la donnée. Et ça, c'est pas pour brider l'usage qui en est fait, mais c'est pour rassurer celui qui ouvre la donnée. Comme ça, il sait qu'il a une garantie du bon usage de la donnée. Et puis le deuxième élément, qui est plutôt, on va dire, une crainte de l'intermédiation, une crainte des GAFA ou autres, de dire, voilà, oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un opérateur qui récupère ma donnée, qui crée des services sur ma donnée, et puis comme on le voit sur des booking.com ou autres, progressivement remonte la chaîne de valeur, et donc peut-être demain va me mettre en difficulté sur mon propre modèle économique. Et donc on a une autre licence qui, elle, vise à limiter les situations de monopole, et donc qui instaure un système de redevance si un réutilisateur se place en situation de monopole. Alors ces questions de licence, elles sont très très largement challengées par l'État aujourd'hui et par la réglementation qui est en place, notamment depuis les décrets ou la loi numérique de l'an dernier. Donc on va très certainement les faire évoluer. Mais en tout cas, le point qui est important à retenir, c'est qu'on est dans une démarche
où on ne va pas ouvrir les données comme ça pour tout le monde, quel qu'en soit l'usage. On est quand même dans une démarche de régulation, de protéger le fournisseur de données et de favoriser au maximum la valorisation économique de la donnée. Le cube, j'en parle, je crois, dans le slide d'après, et puis l'évolution de l'organisation, j'en ai parlé. Alors sur la question du cube, quand on parle de données, en fait, souvent je l'aborde sous la forme du cube en disant il y a 3 dimensions dans la donnée. Il y a une première dimension qui concerne les politiques publiques, les données sur l'énergie, la santé, la mobilité, etc. Donc là, on va avoir tout le panel de tous les politiques publiques du territoire. Une deuxième dimension qui va être une dimension territoriale, du local au global, sur tel quartier ou sur telle rue, etc., avec forcément une volonté d'aller progressivement vers une mise à l'échelle et vers l'ensemble du territoire. Et puis la dernière dimension, elle est temporelle, elle est du passé, l'histoire, ce que nous apprend l'histoire et des données historiques, jusqu'au pilotage opérationnel au quotidien de ce qu'on fait sur des feux de circulation, par exemple, ou sur l'assainissement, jusqu'à la prévision du futur. Et en fait, chaque fois qu'on va travailler sur un projet ville intelligente, on travaille sur un bout du cube. Et on va travailler soit sur une thématique, par exemple la mobilité, sur tout le territoire, en exploitation des données actuelles, soit sur un bout du territoire où on va travailler sur l'ensemble de la chaîne entre le passé, les données actuelles et le futur pour voir si sur un bout du territoire on peut arriver à faire un peu des prévisions. Donc quelque part on se rend bien compte que tous les projets d'expérimentation qu'on va conduire sur le territoire abordent une partie de la problématique et la vraie stratégie d'ensemble du monitoring urbain, il est d'arriver à intégrer l'ensemble de ces expérimentations dans une démarche d'ensemble afin de pouvoir avoir une vision systémique de la ville qui aborde au maximum toutes les politiques publiques, tout le territoire et toutes les temporalités. Donc après, il faut arriver à tourner le cube. Sur les objets connectés, un enjeu important là aussi sur le volet systémique et sur lequel les aspects de régulation au niveau de la ville sont critiques, pour éviter que chaque acteur crée de son côté des objets connectés qui ne parlent qu'avec son système. Il faut qu'on arrive à gérer l'aménagement numérique du territoire, pas uniquement avec des fibres, mais aussi avec cette question d'objets connectés. Comment est-ce qu'on peut arriver à créer une offre de services d'objets connectés sur le territoire avec des plateformes qui sont interopérantes? Et puis peut-être pour finir, quelques exemples. Sur la mobilité, dans le cadre du projet Optimode qui date de quelques années maintenant, on a eu un travail important sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des dimensions temporelles, puisqu'on arrive à faire notamment de la prévision de trafic, on arrive à faire vraiment de la simulation sur l'intermodalité. Donc on peut dire, je veux aller d'un point A à un point B dans 1 heure, quel est le meilleur parcours en mixant vélo, tramway, bus, voiture personnelle, etc. Donc d'arriver vraiment à avoir une approche systémique de la mobilité jusqu'à la question de la prédiction. Dans la question de l'énergie, on a un gros projet actuellement sur la mise en place d'un opérateur de données multi-énergie au niveau du territoire. L'idée est de mettre l'ensemble des opérateurs de l'énergie autour de la table pour voir quel service on peut créer qui soit multi-énergie. Dans le domaine des smart grids, c'est un élément qui est critique puisqu'on va aller vers une multiplication des acteurs. Lyon est le premier territoire d'expérimentation smart grid au niveau national. Et donc, il y a un enjeu important à voir comment est-ce qu'on peut arriver à partager ces données. Alors, très clairement, chaque opérateur d'énergie veut bien récupérer les données des autres, mais ne veut pas trop donner ses données aux autres. Donc, il y a un enjeu à avoir un acteur neutre au centre de la table qui puisse réguler, récupérer la donnée et arriver à gouverner, on va dire, paisiblement la création de services multi-énergie sur ce sujet-là. La qualité de l'air, j'en ai parlé. Et puis le dernier sujet qui est un élément plutôt important pour moi, qui est autour de la question du My Data. On a sur la métropole une expérimentation à laquelle on participe, qui est conduite par la FING, qui est la Fondation Internet Nouvelle Génération, sur la question des données personnelles, et qui propose un changement de paradigme et de dire, plutôt qu'avoir une grosse plateforme où chaque opérateur a une grosse plateforme, et Enedis a sa plateforme, et Veolia a sa plateforme, et le Crédit Agricole a sa plateforme, et chaque opérateur a sa propre plateforme, l'idée c'est de retourner les données
à son propriétaire, à l'utilisateur, de mettre l'ensemble de ces données dans une plateforme personnelle. C'est pour ça qu'on parle de PIMS, Personal Information Management System, une plateforme personnelle qui permet de concentrer dans un seul endroit, mais sous le contrôle de l'utilisateur, l'ensemble de ces données personnelles. L'idée qui est derrière, c'est que ce soit l'usager qui, en connaissance de cause, puisse donner son consentement éclairé à qui peut utiliser ces données ou pas. Et ça ouvre aussi des opportunités de développement économique parce que ça permet de créer facilement des services qui vont pouvoir fonctionner avec toutes les données bancaires d'un individu, quelles que soient les banques qui sont derrière, alors qu'aujourd'hui on n'a pas trop envie de donner toutes les informations à une seule banque, de gérer toutes les données énergie, etc. Donc il y a vraiment une piste de recherche qui me paraît vraiment extrêmement importante, de passer d'un modèle, un modèle CRM où les plateformes sont vraiment du côté de l'opérateur, Customer Relation Management, à une vision VRM, Vendor Relation Management, où en fait l'idée c'est que ce soit l'usager qui a lui l'ensemble de son patrimoine informationnel et qui a lui l'ensemble de ses services pour adresser l'ensemble des opérateurs. Et le gros avantage de cette démarche-là, c'est que pour le coup, on n'est plus sur un schéma où la plateforme est captive. Donc ça veut dire qu'on change énormément la donne d'un point de vue économique. Donc ce sujet-là, qui est vraiment émergent, sur lequel on travaille depuis quelques années avec la FING, a donné lieu à la mise en place d'une conférence qui s'est tenue récemment entre Tallinn et Helsinki, qui s'appelle MyData, que je vous engage à aller regarder, qui pousse cette idée-là. Et aujourd'hui, il y a des opérateurs qui sont, donc il y a des plateformes qui existent. D'un point de vue technique, les solutions sont matures. Donc d'arriver à retourner la donnée à l'usager et d'arriver à voir les choses sous un angle un petit peu différent.